Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler de la circulation énergétique dans les chapelles et les cathédrales. Mais d'abord, je dois vous expliquer brièvement d'où viennent les systèmes de mesure comme la coudée royale et le mètre. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo consacrée aux ondes de forme que les bâtiments sacrés étaient construits déjà par rapport au quadrilatère solsticial, qui est la mesure propre du lieu déterminée en fonction de l'angle fait par le lever du soleil au solstice d'hiver et au lever du soleil au solstice d'été. Et le fait de mesurer cela permet de dessiner le quadrilatère solsticial. Mais en plus de ça, en Île-de-France principalement, puis dans toute la France, était utilisée la coudée royale, issue de la quine du Moyen-Âge. La quine du Moyen-Âge est constituée de la paume, de la palme, de l'empan, du pied et de la coudée. Cela fait un système de 5 mesures qui s'intègre harmonieusement dans une étoile à 5 branches. Mais utiliser cette coudée-là, la coudée de 52-36, fait que l'empan fait 20 cm, donc 5 empans fois 1 mètre, mais le pied mesure, lui, 32-36. Et si on le divise par 2, cela donne 16-18, soit 10 fois le nombre d'or. Donc utiliser cette coudée permet d'intégrer directement le nombre d'or dans les mesures. Mais c'est surtout lié au mètre. On sait maintenant que la coudée royale égyptienne était également de 52-36. C'est un mystère et cela ne peut s'expliquer que par une survivance des savoirs transmis par des écoles à mystère et des sociétés initiatiques. Mais c'est certain que la grande pyramide est aussi sur une proportion en mètres. Parce que l'histoire officielle nous dit que le mètre a été inventé sous la Révolution française. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Louis XVI avait lancé des expéditions pour remesurer le mètre, une expédition en Amérique du Sud et une expédition dans le sud de l'Espagne. Et pour l'expédition lancée en Amérique du Sud, il y a eu un seul survivant qui a été soigné d'une infection par les Indiens grâce à la quinine, donc il nous a ramené la quinine. Et pour l'expédition qui est partie en Espagne, ils sont partis sous la royauté, mais ils sont revenus sous la terreur. Et heureusement, un officier les a reconnus et ils n'ont pas été mis à mort. Et il les a escortés jusqu'à Paris. Et ils ont pu donner leurs travaux à l'Académie des Sciences. Académie des Sciences créée sous Louis XIV, je rappelle. Ça n'a rien à voir avec la Révolution française, encore une fois. Mais donc, l'Académie des Sciences, qui a été conservée, heureusement, a pu valider ses travaux et remesurer le mètre. Et ce mètre étalon est toujours conservé à Sèvres, au musée des poids et mesures, et tout le système métrique est basé sur cela. Mais ce qui est bizarre avec le mètre, c'est qu'il est lié à la mesure de la Terre. Et en fait, le mètre est la division du méridien polaire, c'est-à-dire le cercle qui passe par les pôles, divisé par 40 millions de parties. Pourquoi 40 millions de parties? Mais parce que c'est la seule mesure qui permet de retrouver le nombre d'or dans la mesure de la Terre. Car si on fait la racine carrée du nombre d'or multiplié par 10 000, on retrouve le nombre en kilomètres qui correspond quasiment au diamètre de la Terre. Et donc, on sait que les monuments utilisaient le mètre. Quentin Leplat, qui s'intéresse aux monuments, a mesuré de manière statistique beaucoup de portes et de murs sur des chapelles et des châteaux construits à la Renaissance ou au Moyen-Âge. Il a constaté que beaucoup de portes étaient en mètres en fait. Et à Chambord, il y a des portes qui font 1 mètre de large, mais c'est très précis, 1,00 m au laser mètre ou 90 cm. C'était fait, c'est réel, c'est pas une invention. Donc le mètre était connu. Et donc, les scientifiques français n'ont fait que redécouvrir le mètre. Mais là où c'est très important de relier dans un bâtiment le quadrilatère solsticial et le mètre, c'est que cela permet de réaliser un bâtiment qui relie harmonieusement les proportions de l'homme et de la terre et de faire un bâtiment bénéfique pour l'homme qui lui permet de lui apporter de l'énergie. Autre point très important à connaître, c'est que bien sûr la plupart des chapelles et églises étaient soit construits sur des anciens lieux de culte païens qui avaient déjà déterminé des propriétés particulières de ces sites-là, soit construits directement au-dessus de croisements de cours d'eau. L'autel initialement était placé au-dessus d'un croisement de 2 ou 3 cours d'eau, voire plus. Quand il n'y avait pas de cours d'eau qui existait, au niveau des fondations, ils creusaient des tranchées qu'ils remplissaient de galets qu'ils ramassaient dans les rivières pour avoir l'information de l'eau. Et en fait, le fait de placer l'autel sur le cours d'eau permettait d'obtenir des énergies
telluriques et de les relier aux énergies qui descendent du ciel par la forme de la voûte. Et donc l'emplacement de l'autel était très important. Mais actuellement les autels ne sont plus au même endroit car ils ont été déplacés par le Concile Vatican II. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce n'est pas le seul point important. Les réseaux géomagnétiques étaient aussi utilisés dans les chapelles et les cathédrales. Par exemple, les réseaux solaires étaient passés aussi sur l'autel et les réseaux solaires étaient orientés tout au long des campagnes par les prieurés et les oratoires qui sont disséminés partout pour faire en sorte que les églises, les chapelles et les monastères soient reliés entre eux et que l'information vibratoire circule d'un bâtiment à l'autre. Ils utilisaient aussi les réseaux géopathogènes comme les réseaux Curie et les réseaux Hartmann. Il y a des églises ou des chapelles où le réseau Hartmann est absent en fonction de la proportion du bâtiment, car si on réalise deux triangles 3, 4, 5 pour former un rectangle, le réseau Hartmann le contourne, mais sinon il peut être présent dans la cathédrale, et aussi des réseaux Curie ou des réseaux grand diagonal pour faire baisser l'énergie. Et en fait c'était utilisé dans le chemin de croix. Et pour cela, les personnes ne rentraient pas par la porte occidentale comme maintenant, mais par le côté nord de la chapelle ou de l'église. Et ils passaient sur la pierre de décharge sur laquelle étaient concentrés des réseaux géopathogènes, ou Hartmann, ou Curie, ou grand diagonal, ou les trois en même temps, pour baisser l'énergie de la personne et la vider de son énergie. Et après, elle suivait le chemin de croix avec les 13 stations, où la personne devait rentrer en elle-même, comme mourir à elle-même ou mourir à ses vieilles énergies, pour après être rechargée, passer par l'Orient et finir par sortir par la porte sud rechargée et avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et donc initialement, on ne rentrait jamais par la porte occidentale comme on le fait maintenant. Le labyrinthe avait la même fonction, on le retrouve à Chartres, mais avant il était dans la plupart des chapelles et des églises. Mais maintenant ils ont été recouverts ou détruits, c'est dommage. Faire le labyrinthe de Chartres apporte la même chose. Et c'était important de vider la personne avant qu'elle commence ce chemin de croix, car on ne peut pas remplir une carafe de vin qui est déjà remplie d'eau. Il faut d'abord la vider et après la remplir de vin. Je parle du vin parce que le vin est un breuvage sacré pour l'église et dans nombre de traditions. Mais si vous allez parler de cela à votre prêtre ou curé ou à l'église, ils vont dire que c'est n'importe quoi parce que le Concile Vatican II a déjà changé le nombre de stations du chemin de croix et dans certains cas a même inversé le sens de rotation qui avant était un sens solaire et donc un sens horaire, qu'il a renversé et il a de plus retourné le prêtre qui avant était tourné vers l'est, vers le lever de la lumière, vers la lumière, et maintenant il se tourne vers l'occident. Il est le dos à la lumière. Je vous laisse tirer vos propres conclusions de ce renversement par le Concile Vatican II. Mais donc c'est des savoirs qui sont complètement oubliés, mais il n'empêche que les bâtiments peuvent toujours être utilisés pour se recharger en énergie si on comprend comment ils fonctionnent et si on sait utiliser la radiesthésie pour trouver la pierre de décharge et les différentes stations qui permettent de se recharger. Merci d'avoir écouté cette astuce de Fred. Et j'espère qu'elle vous aura apporté des connaissances et vous aura permis de mieux comprendre l'utilisation des chapelles et des cathédrales. Portez-vous bien!